Chers abonnés de la chaîne Réflexion Politique, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais commencer par vous souhaiter une très belle année 2022. Que cette année soit pour chaque personne une belle année de joie, de prospérité et plein de succès également et de santé. Donc aujourd'hui, nous revoilà pour l'ultime chronique qu'on avait jugé utile de vous partager aujourd'hui. C'est même pas une chronique, mais je peux dire que c'est un exposé qui nous permettra de répondre sur certaines questions qui nous ont été posées depuis l'entame de ce projet. Donc il y a des gens qui nous demandaient déjà quel était l'objectif de créer une chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, l'occasion est là de répondre à cette question. Donc tout d'abord, l'objectif de créer une chaîne YouTube, c'était de pouvoir rendre public ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire partager des analyses par rapport aux thèmes d'actualité politique que traverse le Sénégal. Par là, il y a un ami qui s'appelait Mbaye Diagne, donc qui nous avait convaincus à mettre en place une chaîne YouTube. Donc dans le seul but de partager d'une façon désintéressée certaines analyses. Donc d'une façon désintéressée, c'est parce qu'on ne le fait pas pour avoir de l'argent, non. On ne le fait pas pour avoir du nom, non. C'est juste qu'on le fait par amour, par passion. Donc on le fait comme ça. Et raison pour laquelle on n'a jamais jugé utile d'apparaître publiquement, non. On a jugé utile de laisser traîner notre voix à travers des recherches, à travers des thèmes qu'on a choisis, auxquels on a discuté avec des amis et qu'à la fin nous avons réussi à partager publiquement. Oui, donc c'était ça. Par la suite, on va parler de bilan. Donc le bilan pour nous c'est quelque chose qui est positif dans la mesure où il y a certains gens qui ont pu réussir à nous écouter et par la suite ils nous ont interpellés, ils ont donné leur point de vue sur différents aspects. Et ça également, on le prend comme une note positive. Positive, d'autant plus que on est réceptif aux suggestions. Donc s'il y a des gens qui nous donnent des suggestions chaque jour, on est ravis, on est ravis. Donc pour nous, le bilan est positif parce que les gens ont écouté, ils ont apprécié, ils ont partagé. Et l'objectif de ces chroniques, c'était ça. C'était de prendre un thème d'actualité qui sévit au quotidien et partager à travers une analyse de notre part. Et par la suite, les gens partageaient leur avis. Et nous, au fil du temps, on a appris à corriger ce qui ne devait pas être lieu d'être. Donc même si on sait que nul n'est parfait, donc c'est ça, nul n'est parfait, on fait toujours des erreurs, des incorrections, et que derrière il y a des gens qui sont très pertinents et qui sont très généreux à l'effort et qui ne ménagent aucun effort pour nous permettre d'aller vers le droit chemin. Donc pour nous, rien qu'en se basant sur de telles interprétations, on peut dire aujourd'hui que le bilan a été très positif, très positif, parce que ça a dépassé largement les attentes. Notre plus grande satisfaction a été d'abord de réussir à regrouper des gens autour de la chose. Auparavant, c'était pas facile, donc automatiquement, quand j'ai approché certaines personnes de mon entourage, quand je les avais fait part de ma volonté de vouloir créer une chaîne YouTube, donc dans le seul but de faire des analyses, nombreux sont ceux qui m'ont dit attends, donc tu es en train de vouloir fréquenter un milieu très dangereux, donc tu dois faire très attention par rapport à tes analyses, par rapport à ton discours, et tu dois faire également très attention par rapport à ce que tu partages, parce que ça demande des recherches déjà, ça demande une connaissance assise, tu dois bien maîtriser ce que tu dis, parce que également tu ne peux pas venir et dire n'importe quoi, et tu ne peux pas te comporter n'importe comment, parce que le fait
créer une chaîne YouTube. Le fait de dire que j'ai décidé de faire ça publiquement, c'est un engagement qui est très dangereux. Et tout engagement aujourd'hui comporte des risques. Et si l'on sait qu'actuellement, avec le regard que les gens sont en train d'accorder à YouTube, aux chaînes YouTube du moins, donc c'est devenu très dangereux d'une part. Donc d'autre part, si on a un bon entourage, si on a des personnes très expérimentées qui nous aident à voir vers le droit chemin et qui également réussissent à nous encercler. Donc dans cette perspective, on peut juste faire un bon travail, rester sur l'essentiel et par la suite ne pas gérer les détails. Donc à partir du moment où on a compris toutes ces choses-là, je pense que déjà c'est un avantage et c'est un atout de taille pour aller de l'avant. Donc pour nous, c'était ça la grande satisfaction. Réussir à convaincre les gens à nous écouter, réussir à convaincre les gens à nous épauler, à nous donner leurs idées et à partager avec nous nos analyses. Ça également, c'est une satisfaction. L'autre chose, jusqu'ici, on n'a pas reçu une interprétation négative de qui que ce soit. Tout le temps, on ne dit pas qu'on reçoit tout le temps des éloges où les gens nous jettent des fleurs, non. Parce que machallah, on est très bien entouré que si on faisait des erreurs, les gens sont tellement honnêtes et tellement francs qu'ils vont se présenter devant nous ou par quelques moyens que ce soit pour nous dire que écoute, par-ci, par-là, tu as merdé ou tu as fauté, donc excusez-moi du terme, donc à la prochaine fois, tu corriges ça. Mais alhamdoulilah, il y a personne de notre entourage ou de nos amis ou de nos collègues ou de nos camarades qui sont venus nous dire que sur telle chose on n'est pas ravis, sur telle chose on n'est pas ravis. Donc alhamdoulilah, on remercie le bon Dieu. Donc c'est une nouvelle expérience, c'est une chose que nous venons de faire pour la première fois de notre vie, parce que c'est à partir du mois de janvier 2021 que nous avons créé la chaîne YouTube Réflexion Politique. Donc c'était pas évident pour quelqu'un qui est juste passionné de la politique, qui fait ça par passion, par engagement patriotique. Donc quelqu'un qui ne le fait pas par business, quelqu'un qui n'est pas formé comme journaliste, quelqu'un qui n'est pas un chroniqueur de métier, donc c'était pas évident. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on a réussi le coup, on a réussi à regrouper les gens, on a réussi à faire une mobilisation derrière, on a réussi à faire écouter des gens, et jusque-là, mashallah, alhamdoulilah, toutes les interprétations sont positives. Ça également pour nous, ça a été la plus grande satisfaction qu'on a pu avoir par rapport à la chronique que nous avons créée, que nous avons partagée du moins. La vision que nous avons de la politique sénégalaise, actuellement, personnellement, je pense que le niveau de débat de la politique sénégalaise est très bas, parce que depuis un certain temps, on a assisté à un radicalisme sans précédent déjà. Donc, on ne bannit pas d'abord le radicalisme, on ne le bannit pas, parce que pour nous d'abord la politique c'est une vision, c'est pas un objectif. Donc quand quelqu'un s'engage pour faire de la politique, on ne peut pas le lui refuser, parce que si on se fie à la définition initiale de la politique qui est l'art de gérer la cité, donc n'importe qui peut s'engager d'un jour à un autre pour devenir président, pour diriger, pour gérer la cité. Parce qu'également, on est tous appelés à participer objectivement sur la construction de la cité. Mais aujourd'hui, franchement, personnellement, la vision que j'ai de la politique sénégalaise, c'est qu'on devait on devait copier des pays comme le Rwanda, comme le Maroc, qui aujourd'hui sont en train de faire des travaux extraordinaires. Je me souviens, il y a des années, quand j'ai écouté le discours de Fotia Bambay, quand il disait que si on interroge un citoyen marocain, il va nous parler d'éducation, il va nous parler d'économie. Et si on interroge un citoyen sénégalais,
il va nous parler de politique 24 heures sur 24. Et quand je regarde personnellement aujourd'hui, ce pays qui est le Maroc, ce pays qui m'a accueilli depuis quelques années, c'est un pays qui il y a 10 ans derrière, n'avait pas ce niveau de croissance économique. Aujourd'hui, je ne parle pas de l'Afrique, mais le Maroc fait partie des pays qui, dans 5 à 10 ans, seront capables de bouleverser l'hierarchie mondiale. Économiquement parlant, c'est un pays qui est à l'aise, qui est aisé. En termes d'infrastructure également, c'est un pays qui est à l'aise. Les institutions sont là, elles sont respectées et demeurent respectables. Donc c'est un pays qui a mis toutes les conditions à côté pour se tirer vers l'avant. Vous prenez un pays comme le Rwanda également. C'est un pays qui a connu des férocités légendaires avec, comment je peux l'appeler également, avec la génocide rwandaise. Donc, la génocide rwandaise, oui, du moins. Oui, c'est ça, oui. Donc, le Rwanda, c'est un pays qui a connu la guerre, qui a connu la division. Et malgré ça, aujourd'hui, c'est un pays qui a su surmonter des obstacles pour arriver à un sommet. Donc, et nous, Sénégal, aujourd'hui, machallah, on a eu la chance d'être un pays qui n'a jamais connu un coup d'État militaire, un pays qui n'a jamais connu une instabilité sociale et est capable de bouleverser un régime. Donc ça, c'est un atout de taille, c'est un atout majeur. Aujourd'hui, en Afrique, le Sénégal est l'un des rares pays qui, à la sortie des indépendances, a su construire une administration basée sur l'éthique et la connaissance. Donc aujourd'hui, la force du Sénégal, c'est l'administration. Et cette administration, on l'a acquis, on l'a fondée à la sortie des années 60. Donc je pense qu'on avait tout pour réussir. On avait tout. Mais malheureusement, la politique sénégalaise, c'est une politique basée sur des intérêts, c'est une politique basée sur de l'objectivité du moins. Ce n'est pas une politique basée sur des visions. Non, c'est une politique basée autant pour moi sur de la subjectivité, même pas de l'objectivité, mais sur de la subjectivité. Le président, il est élu au lendemain de son élection, au lieu de penser à travailler pour une durée déterminée, non. Le président, il cherche à poser des jalons qui vont lui permettre d'avoir un prochain mandat. Le président, à la fin de son mandat, va toujours trouver des moyens de tripatouiller constitutionnellement les lois afin d'avoir une nouvelle éventualité pour continuer à gouverner les pays. Alors que regardez des pays comme les États-Unis. Donc vous allez aux États-Unis, quelle que soit la compétence du président, il n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats. Quelle que soit la compétence du président. Vous allez à la France, en France du moins, dans la Constitution française de 1989, quelle que soit la compétence du président en exercice, il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Mais pourquoi nous, on perd tout le temps l'idée, on est tout le temps fixé par la manie de vouloir tout le temps tripoter des constitutions parce qu'il y a tout le temps des intérêts politiques qui sont en phase et auxquels on doit être fidèle. Alors que derrière nous, en face de nous, on a des pays qui ont su surmonter des guerres, surmonter des crises sociétales pour aujourd'hui se hisser parmi les meilleurs. Donc tant que le Sénégal n'est pas capable, donc tant qu'on n'est pas capable de placer la vision au détriment de la subjectivité politique, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Nulle part. Et c'est malheureux et c'est dommage pour un pays comme le Sénégal avec 13 millions d'habitants seulement. Mon dernier mot sera de remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Mais avant ça, je voudrais d'abord annoncer par cette occasion à tout le monde que, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous comptons publier notre premier livre en politique sous forme de recueil de textes
Inch'Allah, à partir de 2022. Donc, on est en 2022 déjà. Donc, Inch'Allah, en temps soit peu, nous n'allons pas donner de date pour l'instant, mais Inch'Allah, en temps soit peu, le livre fera la bienvenue parmi vous, Inch'Allah. Un premier livre en politique, Inch'Allah. Il y a également d'autres projets dans le long terme qui vont venir, Inch'Allah. On va y travailler. Donc, à part ça également, nous vous annonçons également l'amorcement d'un très grand projet, donc continental, qui va concerner tous les pays africains, tous les pays subsahariens du Maroc. Donc c'est un projet qui a déjà vu le jour. Donc on ne va pas tarder, Inch'Allah, d'ici 2 semaines, par faire l'officialisation, donc à tous les niveaux. Donc on est en train d'y travailler. Donc c'est des choses qu'on a montées en toute discrétion et qui nous a pris beaucoup de temps, parce que depuis 4 à 5 mois, on travaille sur ce projet. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, c'est un projet qui est déjà mûr et qui peut être révélé au public très prochainement. Donc après, je tenais juste à remercier tous ces gens qui ont cru en moi, qui m'ont motivé, qui m'ont soulagé, qui m'ont dit que écoute, tu peux le faire et tu dois le faire, donc fais-le. Je pense affectueusement, je pense à Ambaye Diagne, mon frère, mon ami, qui m'a donné l'idée et qui m'a motivé, et qui dès les premières heures des chroniques était toujours là. On passait des nuits blanches, lui et moi. On ne dormait pas. Parfois, on faisait des montages jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, alors que le matin, on devait se réveiller pour aller au boulot à 7h du matin, et c'était pas évident. Je remercie également mes employeurs, mes boss, qui, par moment, me permettaient de m'absenter uniquement parce que je devais préparer des chroniques. Donc, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de monde derrière qui ont sacrifié beaucoup de choses pour me mettre dans les meilleures conditions afin que je puisse faire des chroniques. Je remercie également ma jumelle Moukhairi d'avoir participé objectivement sur les chroniques. Elle également a fait beaucoup de nuits blanches uniquement pour m'apporter de la correction. Sans oublier Fagaï, ma soeur, ma frangine, elle également, qui a eu à monter elle seule des chroniques. Franchement, avec sa belle plume, elle a eu à montrer, à m'épauler, et surtout dans des moments où ma voix n'était pas dans les meilleures dispositions pour faire une chronique. Elle a su assurer et elle a su gérer l'intérim. Et je vais remercier également mon frère, mon grand As, donc de m'avoir servi à travers ses conseils, ses suggestions, ses orientations, et également sa directivité et ses corrections également. Je le remercie infiniment. Donc lui, on se fait. Donc je dis ça, on se fait lui. Bon, après, je vais remercier Ramatoulaye Keita, donc Ramatoulaye Keita, de m'avoir encouragé, de m'avoir motivé et d'avoir mobilisé de l'énergie uniquement pour moi. Bon, je remercie également Mohamed Diagne, donc mon jumeau, Papa Mamar Ndiaye également, donc mon ami, mon frère. Je remercie également Cheikh Tidiane Dione, mon leader, mon ami, mon frère, donc celui également qui me donnait des suggestions et qui me mettait tout le temps sur la bonne voie. Je remercie également mon ami, mon frère Cheikh Faye, donc qui également m'a toujours orienté vers la bonne direction. Donc je ne peux pas citer tout le monde malheureusement, mais je remercie infiniment du fond du cœur tous ces gens qui se sont efforcés pour me permettre de réussir ça. Tous ces gens-là qui n'ont ménagé aucun effort. Donc là, je suis content franchement, du fond du cœur. Je vous remercie infiniment. Je remercie, j'ai oublié Maman Yacine, ma maman à moi, tellement gentille également, qui faisait tout le temps pour moi. Merci beaucoup les amis. Donc nous sommes là en 2022. Donc qu'elle soit pour tous
une année de prospérité, de santé, de succès, beaucoup d'argent également, beaucoup d'argent. L'argent est le nerf de la guerre. Beaucoup d'argent, de bonheur et de santé. Merci beaucoup, merci à tous. Bienvenue 2022 et les projets sont là. Merci.